Bonjour à tous, bienvenue dans Délivrez-nous. Nous sommes aujourd'hui au cœur du quartier Saint-Leu à Amiens, derrière la librairie du Labyrinthe, où dans un instant nous allons rencontrer Bruno Guasc. Il va nous parler de son livre « Le jardin de Dijon en Picardie ». Ce jardin situé près d'Aumale, c'est le sien. Il le soigne depuis 22 ans en compagnie de sa femme Lidwine. Parlons-en tout de suite avec lui. Bruno Guasc, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien autour de votre livre, Le jardin de Dijon en Picardie, publié aux éditions Librairie du Labyrinthe. Alors c'est un très bel ouvrage qui parle de votre jardin, les photos sont magnifiques, signé Philippe Leleu. J'ai envie de vous demander d'abord comment à un moment donné vous est venue l'idée de poser vos outils de jardinage pour prendre la plume. En fait, ils étaient tout posés parce que j'ai écrit ce livre plutôt en hiver. C'est-à-dire que les soirées d'hiver sont longues puisqu'il fait noir, donc on range les outils de bonne heure. Et donc après on a tout un temps où on a encore envie d'être au jardin, mais comme il fait noir, on n'y est plus. Donc le fait d'écrire sur le jardin me maintenait en contact avec le jardin. Et puis bon, ma femme m'y a encouragé aussi parce que en fait, j'ai toujours aimé écrire. J'aime bien. Je trouve que la langue française, elle est riche et donc on peut exprimer ce qu'on ressent. Il y a beaucoup de. Oui, il y a beaucoup de mots et de nuances dans la langue française qui permettent de dire vraiment ce qu'on ressent. D'exprimer un jardin. Parlez-nous de votre première rencontre avec Dijon, donc c'est en 87 que vous faites l'acquisition du jardin. Est-ce que c'est un coup de cœur immédiat ? Pas vraiment, parce qu'on l'avait déjà visité, mais c'est vrai que la première fois qu'on l'a vu, on a été quand même très impressionné par la beauté des lieux, c'est-à-dire autant le bâti que les arbres existants. Mais en fait, c'était quand même très abandonné, enfin depuis longtemps en tout cas, et donc il y avait tout à faire, ce qui nous intéressait aussi. Il faut préciser que ce livre n'est pas un manuel de botanique ni de jardinage, il y a des passages descriptifs du jardin, mais il y a beaucoup de passages narratifs et poétiques. Est-ce qu'on ne peut pas le définir comme une invitation à la rêverie ? J'avais surtout pas envie de faire un manuel de jardinage. J'avais surtout envie de parler de tout ce que je ressens au jardin, tout ce que j'ai partagé avec ma femme et les enfants dans ce lieu, et puis cette rencontre avec la nature et le beau aussi. Oui, tout ce qui est beau, parce que dans ce lieu, il y avait déjà tout le bâti qui était vraiment très beau. Cette ferme en arc de cercle qui est assez étonnante, et donc tout ça a fait que j'avais pas besoin de me creuser la tête. C'était déjà là. Ouais. Justement, vous le disiez, votre livre est dédié à votre épouse, Lidwine, qui travaille à vos côtés et dont vous dites qu'elle est un peu l'âme du jardin. Cette aventure colossale, c'est une aventure de couple avant tout, vous ne l'auriez pas fait tout seul. Oui, oui. Et puis le fait que je la mette en avant, j'allais dire, c'est logique, puisque c'est quand même elle qui m'a amené au jardin, en fait. Ici, ouais. Sa maman avait fait une école d'horticulture en Belgique, et elle a toujours eu cet amour du jardin. Et en fait, elle me l'a communiqué. C'est-à-dire qu'à un moment où on a voulu travailler la terre, moi c'est vrai que j'avais envie de travailler la terre. Vous étiez dans l'agroalimentaire oui, et elle m'a suggéré de faire du jardin. Et en fait, en quelque sorte, oui, on a appris sur le tas, oui. Oui. Enfin bon, mes parents étaient agriculteurs, ses parents étaient agriculteurs, donc on était quand même on avait la terre qui nous collait aux bottes. Voilà. Ce que j'allais dire, vous dites d'ailleurs à un moment, en fait j'ai toujours aimé jardiner, je l'ai seulement oublié pendant quelques années. Oui, c'est vrai. C'est une part d'enfance qui s'est réveillée. Oui, parce que quand j'étais petit, je me souviens que j'aimais beaucoup jardiner. Mais en fait, je me laissais parfois, je m'échappais par peur du ridicule, en fait, pour aller avec les copains ou bien... Grâce à Dieu, voilà. Vous êtes revenu à vos premières amours. Ouais. Alors dans cet ouvrage, il y a beaucoup d'anthropomorphisme, dans le sens où vous attribuez des pensées humaines à tous vos arbres. Vous dites du cèdre, à un moment donné, il était renfrogné et bougon. Vous leur donnez la parole souvent. Ce sont de véritables compagnons dans votre vie, on a ce sentiment. Oui, et puis on a envie de les faire parler parce qu'on a envie de
de montrer au lecteur que le jardin, c'est composé d'êtres vivants. Hein. Les végétaux sont vivants, ça change tout le temps. Le jardin, c'est incroyable. Les gens parfois nous disent quand est-ce qu'il faut venir pour que ça soit au mieux. Mais je dis le jardin, il est beau tout le temps, mais il est différent, il change, mais de jour en jour. Hein. C'est vraiment tout le temps en mouvement. Et donc, les faire parler, c'est montrer au lecteur et que c'est vraiment, on travaille avec du vivant. Ouais. Alors, il y a beaucoup de poésie dans cet ouvrage, quand vous évoquez les saisons notamment. Les iris, par exemple, déesse du jardin, le temps d'un refrain. Votre luxe arrogant ne dure qu'un instant. La poésie paraît une forme appropriée pour célébrer la nature. Oui, je trouve que c'est plus facile de partir dans la poésie parce que, ouais, je trouve que ça va tout seul avec ça va tout seul avec ce qui est beau, la nature, tout ça, ça nous porte à ça. Ah oui, on a envie parce que en fait on se sent enfant, hein, on se sent tout gamin dans la nature, donc forcément ça nous porte vers la poésie, je trouve. Beaucoup plus que, en tout cas pour moi, dans le jardin, je suis beaucoup plus porté à partir dans la poésie qu'à d'autres moments ou à d'autres endroits. Ouais. Le jardin de Dijon est ouvert à la visite, bien sûr. Vous avez également des chambres d'hôtes. Le partage, l'accueil sont toujours au cœur de votre démarche. Oui, surtout ma femme. Oui. Ça, elle a une capacité d'accueil assez étonnante. Hein. Et c'est vrai que bon, on a fait des rencontres super. Hein. Et bon, disons que les chambres d'hôtes et le jardin, ça va bien ensemble. Alors Dijon, c'est un espace de travail évidemment, parce qu'on n'arrive pas à un résultat pareil sans beaucoup de travail. Mais c'est aussi un espace de convivialité et d'entraide. Est-ce que ce jardin était un élément fédérateur au sein de votre famille ? Sûrement, il y avait les études. Il y avait les études, oui, on a 6 enfants, donc, mais toutes les vacances, forcément, ils participaient, hein, puisqu'on faisait que ça. Ils n'avaient pas tellement le choix. Avec papa et maman. Mais enfin, quand même, ils l'ont fait de bon cœur, et puis je pense que, d'un sens, j'espère en tout cas que ça leur a été profitable, parce qu'ils ont eu très tôt le sens du travail, de l'effort. Hein, ils ont quand même, et même avant d'être à Dijon, on faisait des fruits et légumes, ils ont participé aux cueillettes de fraises, ils se levaient tôt le matin, ils cueillaient, ils ont été habitués à travailler. Très tôt. Ouais. Alors vous dites que plusieurs d'entre eux ont la fibre jardin. Pensez-vous que l'un d'eux prendra votre relève à Dijon ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je comprends que ça puisse faire peur d'un sens. C'est quand même énorme au point de vue de la maison, tout ça. Je vais dire notre maison, nous on est dehors. Alors c'est pas accessoire, mais presque on pourrait dire, mais une femme d'intérieur par exemple qui aime bien agencer sa maison et tout ça, c'est quand même énorme. Et puis bon, c'est à chauffer, tout ça, donc je comprends que ça soit quand même un frein, hein, c'est sûr. Évidemment, Alors vous écrivez, la nature nous enseigne la patience, la sagesse, l'humilité. Pensez-vous en définitive que ce jardin a fait de vous un homme meilleur que si vous aviez embrassé une autre profession ? C'est vrai que le jardin, c'est quand même une école de vie, parce que, je vais dire, on ne peut pas tricher avec le jardin. C'est une école de patience, d'humilité. On ne fait pas tout dans un jardin. J'allais dire, c'est la nature qui fait tout, nous on fait un tout petit peu. Cet ouvrage vous a-t-il donné l'envie de continuer à écrire sur d'autres thèmes ? Des fois, je me pose la question, mais pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien écrire, j'aime bien surtout me corriger. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à écrire, vous écrivez, puis le lendemain, quand vous relisez, vous trouvez que c'est nul. Enfin, en tout cas pour moi. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de corriger. C'est de corriger, c'est d'essayer de trouver le mot juste, d'essayer de vraiment exprimer ce qu'on leur ressent. Ça m'intéresse beaucoup. Le travail de texte, finalement. Donc peut-être que... Ouais. Alors, pourquoi pas, mais pour l'instant, j'ai rien en tête. Alors pour finir, je vous propose une petite citation de Cicéron qui va, je pense, vous plaire. Il écrivait « Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut. » Ouais, je dirais, moi j'ajouterais de la bonne musique. Et de la bonne musique, effectivement. Il aurait dû y penser.
Merci beaucoup. Donc, Le Ouais. Jardin de Dijon en Picardie aux éditions Librairie du Labyrinthe. Un très bel ouvrage à lire et à regarder parce qu'il est vraiment très bien mis en page et très belle photo aussi. Et surtout un jardin magnifique à découvrir à Morvilliers-Saint-Saturnin, près d'Aumale. Merci beaucoup Bruno Guesque. À bientôt. Merci bien. À présent, parlons de l'illettrisme. 9% de la population française âgée de 18 à 65 ans et ayant été scolarisée en France est en situation d'illettrisme. Il existe en Picardie un plan régional de lutte contre l'illettrisme. On en parle tout de suite dans notre reportage. Particulièrement touchée par l'illettrisme, la Picardie s'est vue dotée en 2004 d'un plan d'aide régional. En 2009, c'est un deuxième plan qui est proposé. Alors un plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme, c'est un moyen de rassembler tous ceux qui peuvent agir pour prévenir et lutter contre l'illettrisme. C'est-à-dire l'État, tous les services représentés par le préfet, le recteur, mais aussi le président du conseil régional, toutes les forces vives sur le plan économique et social de la région pour qu'ils puissent prendre part à cette prévention et à cette lutte contre l'illettrisme parce que 9% de ceux qui ont été scolarisés dans notre pays ne maîtrisent pas, ne maîtrisent plus. Parce que toutes ces compétences, lorsqu'on ne les entretient pas, lorsqu'on ne les utilise pas, eh bien, elles peuvent s'effriter. Inégalement réparti, l'illettrisme est un facteur déterminant dans l'épanouissement professionnel, fermant l'accès à des milliers de personnes à des formations au sein de l'entreprise. Vous avez des tas de gens qui sont depuis 20, 30 ans dans les entreprises, qui n'ont pas eu une heure de formation et qui ne veulent pas le dire. Ils ne veulent pas remplir un questionnaire parce qu'ils ne savent pas lire et pas écrire. Par contre, sur les actes professionnels, les gestes professionnels, ce sont d'excellents professionnels, mais qui n'ont pas pu bénéficier de formations complémentaires et se former pour avoir un meilleur parcours professionnel. Vous imaginez que quand leur entreprise a des difficultés, dans quelles difficultés sont ces gens? Ce n'est pas devenir un intellectuel, savoir lire et écrire. Hein. C'est simplement pouvoir vivre avec les autres, pouvoir communiquer avec les autres et pouvoir demain se former, avoir une vraie vie, du lien social et exister socialement. Pour plus d'informations sur le sujet, le centre de ressources régional Lurlip est à contacter au 03 22 92 85 85. Délivrez-nous, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis sous le soleil du quartier Saint-Leu. À très bientôt pour de prochaines lectures.